Bonjour à tous, bonjour Samuel. Bonjour Marine. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 3e édition du Choc des Titans, qui plus est pour s'ouvrir les chakras, sortir des sentiers battus. Vous avez pour habitude de nous retrouver plutôt sur des thématiques très tech. Alors forcément, on va parler tech, mais on va s'ouvrir à un secteur d'activité différent, une industrie différente, puisqu'on va parler food aujourd'hui avec toi, Samuel, puisque tu es le cofondateur de Terroir d'Avenir. Tout à fait. Est-ce que, je vais te laisser la parole, tu pourrais en quelques minutes peut-être te présenter et puis nous pitcher Terroir d'Avenir. Très compliqué en 3 minutes là-dessus. Question piège dès le début. Donc Terroir, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 15 ans, à une époque où le bio n'existait pas, où les circuits courts n'existaient pas, la saisonnalité n'existait pas. Mais en fait, on est parti d'un principe assez simple, qui était de se dire que si on voulait accompagner les producteurs pour soutenir certains modes d'agriculture paysanne, la meilleure manière, c'était d'acheter leurs produits. Et donc de s'adapter à la production et non l'inverse. Voilà, donc on a créé Terroir au début uniquement sur un canal B2B. Au fur et à mesure, on a migré sur un canal B2B et B2C. Et donc on livre aujourd'hui une centaine de restaurants à Paris et on a une quinzaine de magasins pour les particuliers. Ok, super. Donc, date de création 2008. Hein. 2008, ouais. Donc ça remonte à une époque où finalement le mouvement slow food, on en parlait juste avant en prenant un café, était assez prémisse. Vous avez été assez précurseur avec ton associé quand même en lançant ce concept. En fait, on a démarré parce que pour nous, on a voulu répondre à une problématique. Et la problématique qui était en fait tout simplement une problématique de consommation. On se rendait compte que la grande distribution ou tous les créneaux qui existaient, ou tous les modèles de distribution qui existaient, ne s'intéressaient pas à la production paysanne. Et paradoxalement, nous, en tant que consommateurs, on avait une vraie appétence pour ces produits. On s'est rendu compte que les restaurateurs recherchaient ces produits, surtout en 2008, on était post-crise de la vache folle, où un certain nombre de restaurateurs commencent à se poser la question de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, où le produit... On parle beaucoup de produits, décidément, aujourd'hui. Où le produit revient vraiment au centre de l'assiette et n'est plus juste une garniture ou un accompagnement graphique, mais c'est vraiment le cœur de la recette. Et voilà. Et où, paradoxalement, on se rend compte aussi que un grand nombre de paysans disparaissent, puisqu'en fait, ils n'ont pas de structure derrière qui peuvent absorber leur production. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on a créé Terroir. C'était une réaction. On a créé en réaction et on est ravis aujourd'hui de voir que non seulement ça s'est développé, mais surtout c'est une tendance de fond qui s'intègre vraiment dans le paysage de la consommation en France, même au niveau mondial, où le produit redevient au centre des préoccupations complètement. Et est-ce que, parce qu'effectivement, on parle beaucoup produits, on va parler peut-être un petit peu tech, même si je sais que c'est pas votre cœur d'activité, mais forcément, aujourd'hui, chez Terroir d'Avenir, on parle de qualité des produits, de traçabilité. Vous maîtrisez votre circuit et votre distribution de A à Z. La tech au service, en tout cas, d'une entreprise comme la tienne, Samuel, comment ça se... Alors, voilà, est-ce qu'elle est présente? Ouais, elle est fondamentalement présente parce qu'on est dans un monde où de toute façon on ne peut pas vivre sans la tech et la tech doit être un vrai enjeu aujourd'hui pour accompagner les dirigeants, pour accompagner le service en général. Les opérations sont forcément complexes dans une entreprise comme les nôtres pour une raison simple, c'est que le modèle n'existait pas en tout cas au début, et que ce modèle de flux poussé du producteur jusqu'au consommateur, on l'a créé au fur et à mesure, on a tracé un espèce de sillon. Donc voilà, on a emporté avec nous un grand nombre de nouveaux acteurs, on en est ravis. Il y a beaucoup de projets tech qui sont en train de se développer, et encore une fois, c'est super, parce que c'est des réponses qui sont extrêmement efficaces. Mais il y a beaucoup de choses à créer. Et c'est ce qui nous a... C'est pas là où on était le meilleur, pour être complètement honnête. Mais c'est là où aussi on se rend compte qu'il y a le plus d'enjeux. Aujourd'hui, si on veut... se développer ou... Ouais, et puis mener à bien le projet. Parce qu'en fait, encore une fois, le Terroir d'Avenir, c'est une société. Mais c'est aussi avant tout un projet. C'est-à-dire qu'on veut véritablement accompagner le producteur. Et un client, que ce soit un restaurateur ou un particulier, sera toujours ravi d'avoir accès à ces produits.
mais encore faut-il qu'il soit livré correctement, dans les bonnes, avec les bons tarifs, que toute la mécanique derrière opérationnelle soit la plus efficace possible. Ouais. Et ça, en fait, il n'y a que la tech qui peut le faire. Donc, n'allons pas réinventer la roue, ça sert à rien. Il faut juste faire les choses correctement. Super. Et super intéressant, et ça me fait, entre guillemets, rebondir sur toute la partie expérientielle. Effectivement, tu disais, nous, aujourd'hui, on a deux typologies, finalement, de notre mission. On accompagne deux types de personas. On va avoir, alors moi, ce que je vais nommer B2B, qui n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, des chefs, des restaurants que vous accompagnez au travers de la distribution de produits de qualité, que ce soit primeur, boucherie, boulangerie, poissonnerie. Vous allez avoir également des commerces de détail, finalement, pour nous, consommateurs finaux, qui allons... comment est-ce que vous faites pour mesurer la satisfaction de ces deux types de populations? Comment est-ce que vous avez une culture du feedback qui a été mise en place? Alors, il y a un KPI qui est génial avec les chefs. C'est que je pense que c'est les personnes les plus expressives qui puissent exister. Quand ils sont pas contents, tu le sais dans la seconde. Quand ils sont contents, tu le sais un peu moins. Mais le fait qu'ils recommandent le lendemain, c'est généralement un critère de satisfaction nécessaire et suffisant. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous permet de mesurer les taux de satisfaction des clients. Après, on sait que voilà, on a bien évidemment beaucoup d'efforts et de progrès à faire sur ces mesures et même sur toutes les opérations. Parce que voilà, c'est là qu'on nous attend et c'est là qu'on doit pouvoir progresser. Okay. Mais le fait que les chefs soient aussi fidèles à nos côtés depuis tant d'années nous rassure quand même pas mal sur la qualité de service. J'imagine. Et est-ce que tu as justement peut-être une anecdote à nous partager, ou voilà, en termes de retour que vous avez pu avoir, un feedback qui a été remonté de la part d'un chef ou de clients en tout cas, et d'actions qui ont été prises de votre côté? Ouais, mais toujours dans cette logique de la qualité de service. Au tout début, donc on était deux, on faisait tout, on faisait de la livraison, on faisait la compta, le commercial, enfin voilà, comme tout entrepreneur qui se respecte. Et c'est vrai que on avait vraiment positionné, nous en tout cas, le sourcing, la traçabilité, l'explication du produit, enfin alors j'aime pas ce terme, mais tout le storytelling qui est autour. Pour nous, c'était vraiment notre axe de différenciation principale. C'est vraiment ce sur quoi on a insisté. C'est notre manière de former nos commerçants, les artisans qui travaillent avec nous, ou nos commerciaux. Et en fait, on se rendait compte qu'on avait beau avoir les meilleurs produits du monde, quand tu livres un restaurateur à 11h, en fait, ça suffit pas. Donc, on a plusieurs fois des expériences un peu houleuses avec certains restaurateurs qui nous ont fait passer l'envie de les livrer à 11h. Et voilà, donc c'est des ajustements qu'on est obligé de faire. Qui nous font progresser. Moi, je les remercie chaque jour, même quand ça fait mal sur le coup, parce qu'en fait, c'est ce qui te fait progresser. Et c'est l'avantage de travailler avec des professions comme les chefs, qui n'ont pas leur langue dans la poche. D'exigence. Et puis qui sont très expressifs, encore une fois, qui disent les choses de manière assez franche, assez claire. Sans ambiguïté. Trop bien. Non, et sur la partie peut-être sélection, d'ailleurs, si on remonte sur la partie traçabilité, sélection de vos produits et j'irais même de vos producteurs, quels sont les critères que vous mettez en place? Comment on fait pour être référencé chez vous? Comment ça se passe? Est-ce que la charte elle a évolué depuis 2008 et aujourd'hui? C'est simple, en fait, il n'y a pas de règle. En fait, tout se passe avant toute chose par l'humain. Pour nous, l'humain reste vraiment au cœur du dispositif, que ce soit en amont avec les producteurs, en aval avec nos clients, ou même au sein même de l'entreprise avec notre staff. En fait, on considère que sans humain, il n'y a rien qui peut se passer. Et c'est aussi ça qui doit nous différencier de la grande distribution, qui doit mettre en avant le côté très artisanal qu'on veut défendre depuis 15 ans. Il faut absolument travailler ce côté humain, ce côté relationnel. Tous les producteurs avec qui on travaille, on a été chez eux, on a passé du temps avec eux, on les connaît. Et du coup, ça nous donne une vraie capacité de réaction qui est limite dans le sentimental. Quand on a un éleveur qui nous appelle en nous disant que les agneaux il y a beaucoup plus de naissances que d'habitude, en fait, on ne va pas lui laisser des agneaux sur les bras, donc voilà, on les passe. Quand on a un pic de production sur tel ou tel produit, c'est notre travail aussi, si on veut respecter la chaîne de valeur, de pouvoir écouler le produit au moment où il est disponible. Ok. Voilà. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de choses comme ça. On est vraiment dans la relation humaine. Aussi okay. Bien sûr.
Non, mais ce qui fait le cœur de pas mal de choses. Et en termes de perspective, alors non pas de croissance, parce que c'est pas du tout ce dont il est question aujourd'hui, mais en tout cas les projets à venir pour Terroir d'avenir. Alors ce que tu peux nous partager, hein, bien sûr, c'est. Bah, écoute, la tech est la tech est un énorme chapitre parce qu'on voilà, on est vraiment conscient que c'est là où on a pas mal de retard, où il faut absolument qu'on arrive à muscler nos opérations, Okay. et que ça passera forcément par la tech. Okay. Donc voilà, on réfléchit beaucoup à toutes les exécutions possibles, tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, pour nous accompagner dans cette démarche. Ok, super clair. Je rebondis sur une de tes activités parallèles autour de l'entrepreneuriat, où tu es aujourd'hui, tu accompagnes l'incubateur HEC, du coup, voilà, dans le cadre je vais te laisser de la parole, hein, nous dire un petit peu plus ce que tu fais à leur côté, en tout cas, mais. Écoute, moi, je suis parti du principe que quand nous on a démarré, on n'avait personne pour nous accompagner, parce que c'est un milieu qui n'existait pas. Tout le secteur de l'agri-tech ou de l'agri-food était quand même assez maigre. Et moi aujourd'hui, je considère qu'avec 15 ans d'ancienneté, mon rôle ou ma mission, c'est de faire gagner du temps à toutes ces startups qui risquent de reproduire exactement les mêmes erreurs que moi. Donc voilà, je considère que au bout de 15 ans plus tard, c'est aussi notre rôle de les parrainer, de les accompagner et de leur faire gagner du temps. Super. Et tu sens que la nouvelle génération est plutôt engagée, ou en tout cas engagée, j'imagine, mais le nombre de projets C'est assez incroyable. Alors, je trouve déjà d'une part que les projets sont hyper quali, c'est-à-dire qu'on a des jeunes start-upers en France, des jeunes entrepreneurs qui ont un engagement écologique qui est extrêmement fort. On sent vraiment que... et moi, ce qui m'anime, c'est c'est la place c'est la dimension écologique ou environnementale dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat est le premier niveau d'agilité pour changer les choses. Si on veut avoir de l'impact, ça passe avant toute chose par le niveau d'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment pour ça que moi je me suis engagé auprès de l'incubateur HEC. C'est pour accompagner toutes ces startups qui démarrent. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une démarche qui est extrêmement claire de la part de toutes ces startups, avec des préoccupations autour de l'avion, autour des émissions, autour du carbone, du plastique, qui n'existaient pas il y a encore 4-5 ans et qui sont devenues des vraies préoccupations. Donc c'est hyper encourageant pour le futur. Et on parlait tout à l'heure effectivement de cette transformation du monde de l'agriculture qui s'opérait aujourd'hui à plusieurs niveaux, politiques. On parlait d'une école qui a été créée, co-créée, il n'est pas seul, par Xavier Niel, qui s'appelle Hectare aussi, pour repenser en tout cas les modèles d'agriculture de demain. J'imagine que ça te parle forcément, toi. Voilà, quel est ta position là-dessus, l'engagement aussi que vous pouvez prendre aux côtés de ce type de projet-là? Alors moi, c'est forcément des projets qui me parlent à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que je pense qu'à partir du moment où on a des personnes de la dimension de Xavier Niel qui commencent à s'intéresser aux problématiques agricoles, c'est des messages, encore une fois, qui sont extrêmement positifs. C'est-à-dire que quand on voit les avancées qu'il y a eu dans la tech, notamment grâce à ces personnes aussi charismatiques, si on commence à adresser les problématiques agricoles, je pense qu'on met tous les atouts de notre côté. Et après, en ce qui concerne Hectare, je pense que le projet qui est piloté par Audrey Boulereau et par Francis Napez se veut vraiment comme un laboratoire expérimental pour préparer notre agriculture de demain. On a une agriculture qui est incroyable, on a une diversité en France qui est extrêmement riche. Et paradoxalement, on a des chiffres qui sont assez alarmants. Dans les 10 prochaines années, on a quasiment 50% des agriculteurs actuels qui partiront à la retraite. Donc c'est dès maintenant qu'il faut qu'on se pose des questions qui sont fondamentales. Comment est-ce que nos agriculteurs de demain travailleront dans des meilleures conditions, aussi bien sociétales, environnementales, écologiques? Comment est-ce que les modèles de demain vont réussir à s'opérer dès maintenant? Voilà, toutes ces réflexions qu'on arrive à anticiper. Et je
trouve ça très encourageant. Non, effectivement, c'est vrai que c'est un mouvement et en 50 ans, enfin, il fallait l'entreprendre et on a les bonnes personnes aujourd'hui. On sent que c'est, en tout cas, tout le monde en prend conscience et ça, c'est hyper important. Et petite, justement, je vais rebondir là-dessus aussi bien sur la partie entrepreneur que les futurs peut-être agriculteurs ou autres. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu peux, si tu avais un conseil à donner, je sais pas, même les personnes que tu accompagnes aujourd'hui au sein de l'incubateur HEC, des choses que tu as pu apprendre, quel conseil tu donnes à des gens qui ont envie de, tu donnerais à des gens qui ont envie de monter une boîte dans l'agro aujourd'hui, non? Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps encore et je pense que le gros changement qui s'opère, il se passe surtout au niveau de l'humilité. Moi, j'ai vu des étudiants qui sortaient d'HEC ou de Polytechnique qui ont directement démarré en me disant en fait, nous, on veut aller porter des caisses, on veut aller dans des champs pour apprendre vraiment la réalité du terrain. Et pour moi, c'est un marqueur qui est quand même extrêmement révélateur. C'est-à-dire je pense que c'est un métier qui impose une certaine humilité. On s'improvise pas agriculteur ou dans le secteur dans les secteurs concomitants uniquement comme ça par hasard. Ouais. Et je pense que le fait de retravailler avec autant de modestie vis-à-vis du produit, d'interrogation aussi pour apprendre, pour découvrir, pour comprendre le métier. Pour moi, c'est la bonne recette. Il faut démarrer par le bas. Par le bas, humilité. Exactement. Et si on sort du secteur de l'agriculture, d'un point de vue entrepreneurial, tu penses que c'est la même chose aussi Pareil. En leçon, en tout cas, ou le... Pareil, il faut mettre les mains dedans. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est simple. Il faut être capable de comprendre la totalité des métiers d'une entreprise. On ne peut pas demander à des gens aujourd'hui de d'opérer des missions qu'on ne comprend pas. C'est pas possible. Pour moi, c'est la première réflexion qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant d'entreprise. Ouais. C'est vraiment d'être capable de se mettre à la place de chaque collaborateur, de l'accompagner, de le faire grandir et de lui donner la perspective. J'imagine, toi, à titre personnel, avec ton associé à l'époque, quand vous avez démarré d'ailleurs Terroir d'Avenir, vous avez tout fait, quoi. On a fait. Je continue. Ça s'est pas forcément arrêté, mais on a démarré comme ça, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être capable de comprendre chaque collaborateur. Je te cache pas que la découpe la découpe en boucherie ou la cuisson du pain, je suis pas encore, c'est pas là où j'excelle le plus. Mais voilà, après tout ce qui est beaucoup plus simple, on y est passé. Tout ce qui est plus accessible ou à notre portée, c'est des métiers qu'on a effectués, où on a appris, on a découvert. Et en fait, on a essayé surtout de challenger chaque métier avec le maximum d'agilité pour qu'il s'intègre au mieux dans notre chaîne de valeur. Okay. On aime bien les choses très complexes chez Terroir d'Avenir. On n'a pas choisi le chemin de la facilité, mais on a systématiquement pensé à la mise en perspective de la totalité de la chaîne de valeur. Ok. Voilà. Quand tu dis on aime les choses très complexes, j'ai l'impression que tu pensais à plein de choses. À plein de choses. À énormément de choses, mais encore une fois, quand on démarre en 2008, qu'on demande à un transporteur d'aller chez un producteur qui a 4 cagettes, il nous rionnait, et heureusement. Et on a réussi à en trouver un qui a accepté de nous dépanner une fois, je pense qu'il le regrette encore aujourd'hui, mais avec qui on a réussi au fur et à mesure à construire cette relation de confiance et qui nous permet maintenant d'opérer quasiment sur tout le territoire parce qu'on a grandi ensemble. Ok. Non, mais l'humain revient beaucoup, et tu as raison, l'entrepreneuriat c'est effectivement une mission, et c'est énormément aussi de rencontres et d'humains. De toute façon, on ne construit pas, je pense, une aventure, peu importe, l'industrie ou l'activité sans personne à ses côtés. Qu'est-ce qu'on peut peut-être vous souhaiter pour la suite? Je sais pas si ça peut. Terroir d'Avenir. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Déjà, je vais de continuer de ne pas dévier, parce que je pense que c'est vraiment la force du modèle. On a réussi à garder un cap. Même à des moments où on est en plein doute, où économiquement c'était pas forcément le plus simple,
où encore une fois, on a fait des choix qui étaient complexes, mais sur lesquels on n'est jamais revenu, parce qu'en fait, on parlait d'expérience tout à l'heure, et pour nous, la promesse client, c'est de loin la chose la plus importante qu'on ait à préserver si on veut garder le capital de l'entreprise. Et je pense encore une fois que c'est la différenciation. C'est là que ça se passe. Et on a creusé un sillon qui est tellement profond que revenir en arrière aujourd'hui, ça serait extrêmement dommage. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que parfois je pense qu'on peut tous céder à l'appel des sirènes et finalement se dire il y a des opportunités et on change de cap ou on dévie un petit peu et finalement voilà, c'est la facilité aussi qui peut nous amener ou amener un business en tout cas à s'ouvrir peut-être là où vous avez en tout cas gardé ce positionnement ultra quali, comme tu dis, la promesse que vous avez fait aussi bien à tous vos clients. Et aux producteurs aussi. Et aux producteurs, bien sûr. Aux producteurs. Tout à fait. On se rend compte aujourd'hui qu'on a vraiment des paysans avec qui on travaille, qui s'inscrivent complètement dans cette démarche, on a beaucoup de producteurs qui sont venus, qui ont opéré des vrais changements aussi chez eux, pour s'inscrire dans cette démarche. Nous, on les a accompagnés. C'est pas le moment de les abandonner, au contraire.